Vous êtes-vous déjà fait dire de tourner votre langue dans votre bouche 7 fois avant de parler? Enfant, je me souviens très clairement me faire dire ça, puis de me demander pourquoi je devais faire ça. Quelle était l'utilité de cet exercice de musculation buccale? En grandissant, je me suis rendu compte qu'on me demandait en fait de réfléchir, de mûrir ma pensée avant de la partager dans le monde. Et je pense que c'est un apprentissage qui est toujours bon de revisiter de temps à autre. Du latin reflectere, faire courber, la signification première du verbe réfléchir est liée à l'optique. Les miroirs réfléchissent les images des objets. C'est donc au sens figuré qu'on utilise ce verbe lorsqu'on dit qu'on pense assidûment à quelque chose. Au Moyen Âge, l'expression « se réfléchir » signifiait se courber, se replier en revenant sur soi. Se replier en revenant sur soi. Le penseur de Rodin est parmi les sculptures les plus connues du monde occidental moderne et comme on peut le voir avec notre ami ici, cette sculpture-là en a inspiré plusieurs autres. Je trouve qu'il incarne très bien la réflexion. Il s'accorde un petit repli momentané, une pause, un peu de vide, un peu d'incertitude, un peu de doute. Et quand il lèvera à nouveau la tête, il sera, on lui souhaite, un homme nouveau, rempli d'espace et d'espoir, prêt à embrasser toute la lumière du monde extérieur. Et, petit fait intéressant, c'est un boxeur qui a servi de modèle au sculpteur Auguste Rodin et initialement, l'œuvre devait s'appeler Le Poète. Alors que vous soyez boxeur-penseur, poète-sculpteur ou résolument irréfléchi, aujourd'hui, je vous invite à vous pencher avec moi sur quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Moi, je suis originaire de l'ancienne Lorette, en banlieue de Québec. À 5 ans, j'avais fait un pacte, je me souviens, avec mon meilleur ami de l'époque, qui était notre voisin, qu'on n'allait pas finir notre vie en banlieue. Donc, moi, je voulais soit être à la campagne ou dans le bois. Lui, il voulait être en ville. À date, on a réussi nos paris. On est à Saint-Valérien de Rimouski. Mon conjoint, en fait, qui s'est établi avec moi à Saint-Valérien, lui, il vient de la Belgique. Quand je suis tombée enceinte de notre premier enfant, on habitait encore à Québec, Charles, tout de suite, il a dit « Bon, prochaine étape, on s'achète une terre, on se construit une maison. » Il y a la question de la décroissance, de comment viser une certaine abondance sans que ça soit de l'accumulation. D'une certaine façon, oui, j'ai fait le choix de m'appauvrir. Je viens d'un milieu socio-économique très éduqué. J'aurais parfaitement pu... J'étais à l'université, j'ai une maîtrise, j'aurais vraiment pu avoir une carrière, mais pourquoi finalement? Je me suis plus intéressée à ce qui se passait au niveau du paysage, au niveau des communautés, au niveau du territoire. On est riche en ressources, puis on est riche socialement aussi. Je m'appelle Marie-Hélène Lagueux-Tremblay, je suis agricultrice, parent de 4 enfants et militante pour la décroissance. Dans mon enfance, je me souviens pas un jour où je me suis fait chicaner parce que j'étais sale. T'sais, moi, je revenais du bois avec mes amis, j'avais plongé dans l'étang, attrapé des grenouilles. Qu'est-ce que devrait être une enfance, là? Tu devrais avoir les genoux sales puis des pantalons sales tout le temps. Il faut avoir les mains dans la terre, avoir l'occasion de se rouler dans l'herbe. Même adulte, je pense, ça reste important. Quand on est arrivé sur cette terre-là, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun bâtiment. Notre intention, c'était de faire du champignon shiitake. De un, le champignon est extraordinaire. Là. Nous, on en mangerait tout le temps. Donc, c'est ça. C'était ça la motivation aussi. Là. Par la suite, on s'est plus tourné vers les arbres fruitiers. Donc, on a établi un verger diversifié de pommes, de poires, de prunes, de cerises. On est dans le cassis, la baie de sureau, les gadelles, les groseilles. On est en train de construire un caveau
Il y avait des caveaux communautaires avant où justement les gens venaient mettre leurs légumes racines. Toute la roche pour faire le mur, finalement, c'est toutes des tas de pierres du temps où est-ce qu'ils dérochaient les champs puis qu'ils faisaient des tas de pierres au milieu des champs. Là. Fait que là, on est juste allé chercher cette roche-là puis on a construit un mur avec, t'sais. Puis à l'époque, c'est comme ça qu'ils conservaient les patates, les légumes racines, les pommes, tout ça. C'est le principe d'un sous-sol, finalement, là, ça reste toujours frais. Maintenant, on n'est plus seul sur notre terre. On a des amis qu'on s'est fait parce qu'ils sont en agriculture, parce qu'ils ont été woofers chez nous. Un woofer, c'est quelqu'un qui, contre la nourriture et l'hébergement, vient travailler bénévolement sur une ferme. En soi, l'agriculture a toujours dépendu du travail non rémunéré de familles nombreuses, d'une conjointe. On a beaucoup invisibilisé les femmes là-dedans, mais il reste que leur travail est essentiel, alors que maintenant, aujourd'hui, les agriculteurs, des fois, ils sont seuls, les enfants font autre chose. Donc, c'est de voir si je veux pas imposer à mes enfants de travailler sur la ferme parce que j'ai besoin de ça, bien, il faut que je me trouve des alliés qui vont venir aussi. Bertrand, c'est notre voisin, un gars qui est né ici, tu sais, qui à 14 ans, il voulait plus aller à l'école. Ben son père lui a dit, ben va dérocher le champ, puis tu vas voir qu'après ça, tu vas vouloir aller à l'école. Ben il a aimé ça, dérocher le champ. Puis Bertrand, il trippe avec nous parce que c'est quelqu'un de super curieux, mais aussi, tu sais, quand il nous voit travailler, à un moment donné, on récoltait de l'avoine fleurie. Puis là, on était 10 dans le champ. Il y avait des woofers avec nous. Je pense qu'il y avait de la famille. Il y avait Charles sur le tracteur. Il y avait moi. Donc, on était vraiment une grosse gang. Puis Bertrand, il était juste venu voir parce que ça lui rappelait l'agriculture de son enfance, là, quand tout le monde était dans le champ en même temps, puis qu'on était plein de monde, puis qu'on travaillait, puis que c'était aussi social. C'est ça qu'on a aimé dans le Bas-Saint-Laurent, là, c'est que les gens qui venaient nous voir s'étaient très intéressés par ce qu'on faisait. On nous pousse tellement à l'excès, à la performance, à la compétition, tout ça, alors que, tu sais, si on prend juste le temps de regarder, tu sais, j'ai-tu ce dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me dépasser, de prouver quelque chose? Souvent, les gens ils nous disent « Ah, vous êtes donc inspirant », puis on est comme « Mais on fait juste comme ce qu'on aime au final, puis s'endormir le soir quand même satisfait de notre journée, là. » Donc, c'est quand même accessible. J'ai vécu plusieurs passions au cours de ma vie. Et la première passion, c'est quand j'étais adolescent, je faisais beaucoup de dessins, de peinture. C'était au début des années 70, alors c'était une période très colorée, très psychédélique, très créative aussi. Et je me sentais très concerné par ce courant-là. Alors j'ai fait plusieurs œuvres. J'ai des beaux souvenirs de cette époque-là. Je m'appelle Mario Bélanger. Je suis un Rimousquois depuis très longtemps. Un artiste à temps partiel, un artiste amateur, un touche-à-tout. J'ai toujours aimé le côté écriture, donc j'hésitais entre le journalisme, la communication puis la traduction. Mais je me sentais pas assez bon en traduction, fait que j'ai décidé d'aller du côté des communications. Finalement, j'ai fait carrière là-dedans, comme journaliste, puis ensuite comme agent d'information à l'Université du Québec à Rimouski. Quand j'avais 10 ou 11 ans, j'ai une de mes tantes, ma tante Sylviane, qui m'envoyait des timbres. J'ai commencé à collectionner à cet âge-là. Alors, j'ai une très, très belle collection. Les premiers timbres sont arrivés vers 1850. C'est en Angleterre qui ont été les premiers. Ces timbres-là valent très cher parce qu'ils sont quand même rares, puis il n'y en a pas beaucoup qui sont sur le marché. Moi, j'en ai qui datent du début des années 1900. C'est quand même très vieux. Je donne à l'occasion des conférences sur les timbres. La première conférence que j'ai donnée, c'était sur les timbres canadiens. La deuxième conférence, c'était sur les bateaux. Parce qu'à travers le monde, il y a plein de timbres sur les bateaux. Et la troisième présentation, c'était sur les timbres de France. Parce que la France a énormément de très beaux timbres. Ils mettent beaucoup l'accent sur les personnalités.
Puis les personnalités françaises, on les connaît beaucoup, nous autres. Charles Aznavour, Édith Piaf, Johnny Hallyday, c'est des personnes qu'on connaît. Alors, il y a des thèmes sur eux autres. Et la France met beaucoup l'accent aussi sur l'architecture, la peinture, la sculpture. Alors, ça fait des très, très beaux thèmes. Le petit bout de papier sur lequel est un thème, c'est quand même un peu insignifiant. Mais il y a quelques informations sur un thème qui nous permettent d'aller un peu plus loin. On finit par apprendre plein de choses sur une œuvre d'art, ça peut être sur un événement important. Alors encore là, on apprend plein de choses sur les thèmes grâce à la philatélie. Ma mère était organiste. Dans les dernières années, j'ai décidé de mettre beaucoup l'accent sur la composition musicale, faire des enregistrements de cette musique-là aussi, pour en conserver un souvenir. Et j'en ai peut-être une trentaine de compositions musicales que j'ai faites. Mon rêve, là, ça serait que mes compositions soient utilisées par des bons musiciens, que ce soit pour faire un film ou jouer mettons, dans un orchestre musical. Ça me fera plaisir de vous parler de mes compositions. Toutes les passions que j'ai, ça nous oblige tout le temps à créer des choses nouvelles. Ça nous permet de nous intéresser à plein de choses aussi. Ça nous permet de poser des questions sur l'actualité, mais aussi sur la psychologie, la sociologie, le passé. On faut des livres d'histoire aussi. Autant au niveau de la peinture qu'au niveau musical, je ne réussis pas à donner des noms à mes créations. C'est curieux pareil, parce que je suis un gars de rédaction, mais j'ai beau chercher. Des fois, je donne un nom, puis après ça, je me dis non, ça ne devrait pas être ça le nom. Elle vit en elle-même, l'œuvre, dans le fond. Elle n'a même pas besoin d'avoir un nom ou une étiquette. Mes enseignants, là, dès le primaire, je pense qu'ils ont vu cette certaine soif de stimulation intellectuelle en moi. Puis j'avais reproduit le jeu télévisé Le Cercle, là, animé par Charles Lafortune. Je l'avais comme refaite comme ça pour le fun là, dans ma classe. J'ai fait beaucoup de projets d'enrichissement. Puis c'est juste un petit fun fact comme ça. Là. Un de mes enseignants, il voulait me donner un peu des défis justement linguistiques. Donc, il m'avait forcé à apprendre l'alphabet à l'envers. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Ma passion pour le Scrabble, ça remonte à plus tard qu'à mon enfance parce qu'en fait, j'avais jamais joué jusqu'à ce qu'une de mes amies m'encourage à rejoindre le club de Scrabble. Elle savait que j'avais une passion pour les mots puis une certaine force de ce côté-là. Moi, c'est Marie-Luce Carrier, je suis membre du club de Scrabble de Rimouski. J'aime bien comparer le Scrabble à un gym de cerveau qui est aussi un muscle. Tu sens vraiment que ça travaille, là. Être concentré pendant 2h30 de temps, là, tu sens vraiment les bienfaits après sur la concentration. Puis nous, ça s'appelle le Scrabble duplicate. Donc, tout le monde joue la même partie, si on veut. Alors, il y a un animateur, il y a un correcteur, il y a un tirage qui est fait. Tout le monde joue avec les mêmes lettres. Tu as 3 minutes pour trouver le meilleur mot. Ça amène une pleine conscience. On est vraiment concentré dans le moment présent. On pense pas à autre chose. Puis c'est le silence, c'est la paix. J'ai eu une enfance bien mouvementée.
Dans ma famille, il y avait des problèmes de violence, un de mes 2 parents qui était alcoolique. Donc moi, j'ai été témoin de des choses que c'est pas nécessairement obligatoire de voir, on va dire, mais tu sais, la vie est comme ça, puis vraiment, ça m'a amené à développer une force intérieure, puis à creuser un peu plus loin aussi dans c'est quoi la vie, là, aller plus en profondeur. Puis c'est ça, on avait été placés en famille d'accueil aussi. Il y a beaucoup de gens, en fait, que j'appelle mère adoptive, père adoptif. J'ai resté 2 ans chez mes grands-parents. Alors, eux aussi, c'est des parents adoptifs. On passe la majorité de notre temps à l'école, donc j'avais la chance que l'école, ça soit comme un refuge pour moi. Tu sais, je m'épanouissais, j'étais vraiment heureuse. Puis même, je pense, personne ne pouvait se douter de ce que je vivais. J'étais comme le rayon de soleil à l'école. J'aime parler de ça parce que je suis enseignante au secondaire. Puis les élèves, ils me disent tout le temps « Madame, pourquoi vous souriez tout le temps? » Ils trouvent ça étrange de voir quelqu'un qui sourit tout le temps. Donc, ils pensent que j'ai rien vécu, puis tu sais, je peux pas savoir. Par exemple, il y en a plein dans les élèves qui vivent des choses similaires à ce que j'ai vécu. Puis j'en parle peu. Donc là, si jamais il y en a qui voient ça, ben c'est pour leur dire que, tu sais, j'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance, mon adolescence, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment été bien entourée avec les belles personnes sur ma route qui m'ont fait grandir, qui m'ont montré que ben, les épreuves, en fait, c'est des cadeaux. J'ai écrit un livre sur ma vie il y a 1 an et demi. Ça a fait vraiment un bien là, énorme que j'avais pas nécessairement prévu. Peut-être un jour, ça va sortir, justement dans un but d'aider ceux qui passent par des épreuves similaires par lesquelles je suis passée pour leur dire que, tu sais, il y a vraiment la lumière au bout du tunnel puis que la vie est belle. Je suis tellement comme heureuse que j'ai tendance à être plus comme dans les airs que sur terre. Il y a aussi la méditation, là, qui est comme une pratique vraiment intégrée dans ma vie. Là. C'est comme me brosser les dents un peu. Là. Je fais ça 2 fois par jour et plus. La pleine conscience qu'on appelle, là, où, tu sais, vraiment être connecté au moment présent, bien connecté à l'intérieur de soi. La nature, c'est ça que ça amène aussi, justement, de sortir de notre tête pour descendre plus profondément. Puis avec le Scrabble, même si ça peut paraître un passe-temps comme plus intellectuel, ça peut devenir presque une forme de méditation, tu sais, vraiment te concentrer, être à l'intérieur. Ça travaille vraiment toutes les formes d'intelligence, là, en tout cas plusieurs. Pas seulement l'intelligence linguistique. C'est vraiment un sport de cerveau complet. Majoritairement, on est en silence. Et malgré tout, il se crée vraiment des belles amitiés. C'est vraiment un climat d'entraide. Les doyens du club, on va dire, ça les passionne de transmettre leur savoir. J'aimerais ça que sur ma pierre tombale, ça soit écrit que je sois restée un rayon de soleil jusqu'à 112 ans. Là. Rendre grâce, remercier la vie pour tout ce qu'on a, remercier à l'avance, puis dire que la vie est belle, même si tu peux vivre toutes sortes de choses, ben c'est vraiment ça qui va l'embellir ta vie.